Bienvenue sur Fréquence Interdite. Les pieds ancrés dans le sol québécois, sentez sa mémoire vibrer. Pas de simulation matrixienne aujourd'hui, la vraie matrice est ici, dans un génocide qui a tenté d'effacer des fréquences millénaires. On nous a souvent enseigné l'histoire d'une rencontre pacifique, d'un commerce de fourrure et d'une cohabitation. Certains Québécois parlent également de rencontres d'amour, mais la réalité est bien plus sombre. Bien avant les lois et les ministères, il y a eu une volonté délibérée d'effacer des civilisations entières par l'assimilation, le génocide et même le métissage. Après ses excuses pour les gestes de nombreux membres de l'Église dans les pensionnats, il marque la fin de son voyage avec un mot inattendu, génocide. Scusa, perdono per questo lavoro che è genocida. En 2015, le rapport de la Commission Vérité-Réconciliation qualifiait déjà les pensionnats de génocide culturel. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que les peuples autochtones de cette région ont réellement vécu. Un génocide qui a commencé par le corps pour finir par l'âme. Mais surtout, nous allons voir comment leur code spirituel, bien que traqué, n'a jamais pu être totalement supprimé. Tout ne commence pas en 1876 avec la loi sur les Indiens. La tragédie débute dès le XVIIe siècle. Lorsque les navires européens accostent, ils transportent des passagers invisibles et mortels, la variole, la rougeole, la grippe. Pour des peuples qui vivaient en harmonie avec leur environnement depuis 10 000 ans, ces maladies ont été des armes de destruction massive. En quelques décennies, certaines nations ont perdu jusqu'à 90% de leur population. Ce fut un génocide biologique involontaire, certes, mais parfois encouragé. Des cas documentés rapportent que des couvertures infectées par la variole ont été distribuées sciemment. Au-delà de la mort physique, c'est une catastrophe métaphysique. Quand 9 aînés sur 10 meurent, c'est toute la bibliothèque du savoir sacré, des médecines et des prophéties qui s'éteint. Le lien avec les ancêtres est brutalement sectionné. Pourquoi se permettait-on cela ? À cause d'un concept terrifiant, le terra nullius, la terre appartenant à personne. Pour les puissances coloniales, puisque les habitants ne priaient pas le Dieu chrétien et n'exploitaient pas la terre selon les standards européens, ils n'avaient aucun droit. Cette doctrine de la découverte a légitimé le vol pur et simple des territoires. Des nations souveraines ont été transformées en squatteurs sur leurs propres terres ancestrales. Les alliances millénaires ont été brisées pour entraîner les guerriers autochtones dans les guerres coloniales, les utilisant comme chair à canon avant de les rejeter une fois la paix signée. Bien que la Cour suprême du Canada l'ait jugé inapplicable aujourd'hui, ce concept a historiquement alimenté la dépossession et continue d'influencer les débats sur les terres non cédées. Très tôt, l'Église a compris que pour posséder le corps, il fallait briser l'esprit. Dès le XVIIe siècle, les missions se multiplient. On crée des réductions, comme à Sillery ou Kanawake. Ces établissements, instaurés par les jésuites en Nouvelle-France, visaient à sédentariser, convertir et franciser les populations autochtones. Le nom est révélateur, on veut réduire l'autochtone à une version acceptable pour l'Europe. Les missionnaires s'attaquent aux chamans et aux gardiens du savoir, les qualifiant de sorciers. Ils brûlent les tambours, confisquent les pipes sacrées et interdisent de les chants. C'est le premier génocide culturel. Convaincre un peuple que ses racines sont maléfiques. On force le baptême en échange de nourriture ou de protection. On commence à semer la honte là où régnait la fierté. En 1876, le gouvernement fédéral décide de réguler ce qu'il appelle le problème indien. La loi sur les Indiens, initialement appelée Acte des sauvages, est créée, transformant des êtres libres en pupilles de l'État. On impose le système des réserves, des parcelles de terre isolées et pauvres. On interdit les cérémonies fondamentales comme la danse du soleil ou le potlatch, sous peine de prison. Pourquoi ? Parce que ces rites célébraient la force et le lien avec le Créateur. Le colonisateur voulait des sujets dociles, pas des êtres connectés à la puissance de l'univers.
Le peuple québécois a longtemps nié sa participation dans l'établissement de cette loi, pointant du doigt le gouvernement fédéral. Pourtant, l'implication locale fut significative. Antécédent législatif 1851, avant même la création du Parlement fédéral, des parlementaires du Québec ont voté des lois sur la colonisation qui ont défini le modèle de contrôle territorial. Encadrement colonial, ces lois visaient à vider le nord du territoire pour l'industrie forestière et à assimiler les nations autochtones en les reléguant au statut de mineurs. Mise en œuvre locale, l'administration des affaires indiennes, incluant la création des réserves, comme à Maniwaki ou Lorette, fut façonnée par les intérêts provinciaux. Comme le souligne Henri Brun dans Les droits des Indiens sur le territoire du Québec, la France n'a jamais agi d'une manière signifiant la reconnaissance d'une souveraineté indigène. La politique française en fut une d'assimilation. Rappelons que la première réserve a été créée à Sillery en 1637, bien avant la loi de 1876. N'oublions pas non plus que le Québec fut la dernière province à accorder le droit de vote aux Autochtones en 1969. Nous arrivons au chapitre le plus noir, les pensionnats autochtones. Des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs parents par la gendarmerie et livrés aux autorités religieuses. Le slogan était clair, « Tuer l'Indien dans l'enfant ». Dès l'arrivée, on coupait les cheveux, un acte de déshonneur profond. On remplaçait les noms par des numéros. Surtout, on leur cousait la bouche. Parler l'innu, le cri ou l'atikamekve était puni par la violence physique. En interdisant la langue, on tuait la spiritualité. Car dans les langues autochtones, chaque mot contient une vibration sacrée. C'est un génocide par l'isolement. Cette technique d'assimilation par l'éducation avait d'ailleurs débuté dès le XVIIe siècle avec les jésuites. Ces enfants subissaient des abus systémiques, violences, agressions sexuelles et malnutrition délibérée. Entre 1942 et 1952, près de 1300 autochtones, dont 1000 enfants, ont été soumis à des expériences médicales nutritionnelles sans leur consentement. Des témoignages évoquent même des inoculations de maladies, tuberculose, lèpre. Avec mes frères, mes sœurs, j'ai été séparée avec ma famille. C'était vraiment plusieurs années de séparation. Dans mon enfance, ça a été ça. Cela n'aurait jamais dû exister. Jamais. Nous étions tous persuadés que nous n'avions pas le choix. Nous n'étions que des sauvages. Nous n'avions pas d'avenir. Il nous fallait une autre langue, un autre Dieu, une autre histoire pour être acceptés par eux, chez nous. Nous les avons crus. En 1951, malgré une réforme prônant l'abolition des pensionnats, les Oblats de Marie Immaculée auraient milité pour maintenir ce système au Québec. Ce sont 300 années de maltraitance sous le couvert de l'Église, du roi de France et de la couronne d'Angleterre. Pourtant, ils n'ont pas réussi. Grâce à une résistance invisible, les familles partaient dans le bois. Là-bas, loin des regards, au fond de la taïga ou des forêts laurentiennes, les rites continuaient. On pratiquait la tente de sudation, Matutichan, en secret. On cachait les tambours dans des doubles cloisons. Les aînés murmuraient les prophéties aux enfants le soir, dans le silence des tentes de chasse. Ce fut une époque de résistance spirituelle totale. Entre les années 1950 et 1980, l'État change de tactique. C'est la rafle des années 60. Sous prétexte de protection de la jeunesse, on retire massivement plus de 20 000 enfants à leur communauté pour les placer dans des familles blanches, coupant définitivement le lien de sang. Il aura fallu des décennies de souffrance et 8 ans de procédures judiciaires pour en arriver à ce jour. This is a big thing. This is on our way to healing, you know. It's on our way to right the wrongs. Mais les survivants des 60s Scoop, comme John Fox, savourent ce jugement. Les erreurs du passé pourront enfin être réparées, dit-il. Mais aujourd'hui, le tambour résonne à nouveau. Des nations comme les Atikamekw ou les Innus mènent un combat acharné pour leur souveraineté. Ils reprennent ce qui leur appartient, leur langue, leurs rites, leur terre.
La préservation de cette culture n'est pas un folklore pour touristes, c'est un acte de guerre culturelle. Chaque fois qu'un jeune apprend un mot dans sa langue, le projet colonial recule. L'histoire des peuples autochtones du Québec nous force à nous regarder dans le miroir. On ne peut pas construire un futur sur un sol dont on ignore la douleur. La leçon est celle-ci, un peuple peut tout perdre, sa terre, ses enfants, sa santé, mais tant qu'il garde sa fréquence, son lien avec le sacré et ses ancêtres, il est invincible. Alors je vous pose la question, face à une société qui cherche à nous formater ou à nous assimiler, quelle est votre forme de résistance ? Êtes-vous prêt, comme les aînés autochtones, à protéger votre feu intérieur, même au milieu de la plus longue des tempêtes ? Merci de votre écoute sur Fréquence Interdite. Le débat continue en commentaire. Restez debout, restez en quête de vérité.